Donc cette thèse que je la fais sous la direction d'André Leroi-Gourhan. Donc je suis allée une première fois sur le terrain. Je suis aussi retournée sur le terrain. Euh, j'ai passé plusieurs mois, une partie de l'hiver aussi. Et je dois dire une chose qui est assez étrange, parce que ma thèse date de 1968, donc je ne l'ai pas écrite en 1968, je l'ai soutenue, c'est des années 65 à 68 ou 66 à 67, donc 2 ans. C'est que quand j'ai quitté Fort Georges, donc la dernière fois, les gens qui me parlaient, à qui je parlais, ils étaient nombreux. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'atmosphère. Qui se préparait. Est-ce que c'était le fait que tout à coup le gouvernement du Québec commençait à s'implanter, à s'intéresser, où il y avait des ingénieurs d'Hydro-Québec qui passaient par là? Est-ce que c'était des rumeurs qui circulaient? Mais les gens étaient inquiets. Mais quoi? On ne savait pas. Moi, je ne savais pas non plus, mais il n'y avait pas il y avait rien de concret, il y avait juste quelque chose, pas de suspect, quelque chose d'inquiétant, une chose qui faisait sur l'avenir, un peu comme qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Et ce que j'ai fait, parce qu'il faut dire aussi que j'appartiens à une époque, vous savez, debout les damnés de la terre, tous ces chants, la révolution, c'est normal, donc on appartient à son siècle, on se croit révolutionnaire ou on l'est, on a ces héros de la révolution, et on dit qu'il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi faire. En tout cas, moi ce que j'ai fait, parce que j'avais senti cette tension qui existait après, quand j'étais à Fort-Georges, après l'avoir quitté, j'ai décidé de ne pas écrire de conclusion. De ne pas écrire de conclusion. Alors, sur le jury thèse, pas Leroi-Gourhan, parce qu'il devait se sentir un peu responsable, parce qu'il ne m'avait pas dit d'écrire de conclusion. Il y avait aussi les 2 autres membres du jury qui n'étaient pas du tout contents. Et il m'a dit, comment vous n'avez pas écrit de conclusion? Mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Mais ça se passait en mai 68, hein, en plus, à la Sorbonne en mai 68. En tout cas, dans la salle où j'étais, on n'était pas en mai 68, etc. Il est interdit d'interdire sous les pavés la plage. Là, on était devant quelqu'un qui n'était pas du tout content, mais bon, c'est passé quand même, etc. Mais moi, c'était ma façon de dire, je ne sais pas ce qui va se passer, il va se passer quelque chose, je ne sais pas. Et l'écrit avait raison, puisque tout de suite après, à partir de 70, 12 ans après, on commence à faire les préparatifs de la construction du grand barrage, du barrage de la Grande, à LG2. Et en 72, je retournais en 72 à Fort-Georges, et en 72, c'est une espèce de folie qui s'est emparée des gens. Il y a plein de gens, il y a plein de Blancs, d'Euro-Canadiens, il y a des ingénieurs, il y a Hydro-Québec, il y a des cris qui sont très très fâchés de cette histoire-là. Et parce que les gens savaient qu'il allait se passer quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est encore pire, puisque de même qu'on a chassé les gens du lac John, parce qu'il reste un petit groupe au lac John de Dinou, mais qu'on les a renvoyés à Matémécouche, de Matémécouche qu'on a détruit, on a retourné donc à Magnotenam, à Ouachat, où vivait dans la ville. De la même façon, on a dit au CRI de Fort-Georges, vous devez quitter l'île parce que l'île va être inondée à cause de la construction du barrage. Or, c'est une île qui est une rivière qui est très encaissée, et l'île n'a pas été inondée. Remarquez qu'elle aurait pu là, je ne suis pas ingénieur, mais simplement aujourd'hui, il y a une nostalgie qui règne dans la population parce que cette île n'a pas été inondée. Et donc, 2 fois par année, moi j'ai déjà été invitée, mais je ne suis pas allée, etc. Mais j'aimerais bien y être. 2 fois par année, on fait deux fêtes dans l'île où les gens se réunissent. Alors, les aînés, en quelque sorte, de cris de l'île, etc., voudraient bien transmettre aux générations précédentes, suivantes, si vous voulez, ça demande d'où on se place, les souvenirs de Fort-Georges, de ce qu'ils font, puisqu'ils connaissent très bien l'histoire. Mais le seul document
qui en réalité existent, avec la première partie ethno-historique, la seconde partie sociale et culturelle, et en plus j'avais fait un plan de l'île avec des maisons numérotées, donc on peut retrouver les familles qui habitaient dans ces maisons à partir de la collecte démographique qui existe encore aujourd'hui, etc. Donc c'est le seul document, c'est pour ça que je suis en train de le repréparer, de le relire, de le corriger dans sa forme la plus simple, en gardant la première et la deuxième partie, ce qui n'a rien à voir avec le bouquin que j'ai fait, là, qui est beaucoup plus élaboré. Alors, donc, quelque part, je trouve ça intéressant. C'est pas pour du tout que moi, j'ai senti quelque chose, c'est que ce quelque chose m'a été communiqué, et j'ai écouté, j'ai entendu, et en n'écrivant pas de conclusion, c'était une façon, il n'y en a pas de conclusion. Qu'est-ce que c'est la conclusion? Qu'est-ce que je vais dire comme conclusion? J'en fais pas de conclusion. Donc, j'ai fait la thèse, je l'ai soutenue en 68, mais disons que j'ai pas plus à dire, parce que je l'ai dit dans l'ensemble du reste, et c'est ça. Alors voilà. Si on peut continuer sur autre chose, si vous voulez, parce qu'on arrive dans les années 70, donc 72, je suis retournée, j'étais avec mon fils, alors on était à La Shefferville, puis on est allé aussi à Chisasibi, et puis on est rentré là, j'habitais encore à Paris, à ce moment-là j'habitais à Paris, et à Paris aussi j'ai enseigné, j'étais dans l'enseignement, j'ai enseigné d'abord à Nanterre. Il y avait un cours qui existait au département d'ethnologie de Nanterre, le domaine amérindien, qui était donné par Hélène Clastre. Et Hélène Clastre m'a donc donné la deuxième partie du cours, de sorte qu'elle s'occupait de l'Amérique du Sud et moi je m'occupais de l'Amérique du Nord. Alors ça c'était très bien parce que j'étais dans mon élément, je me souviens d'élèves, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, souvent les élèves devenaient des amis, on allait prendre des pots à la fin, m'accompagner en voiture, etc. Donc c'était très, très chouette. Donc j'ai fait des cours d'ethno pendant plusieurs années, puis j'ai aussi quelques années, pardon, et j'ai donné aussi des cours à Vincennes. Donc à Vincennes, mais c'était au département d'études américaines. Donc là, je donnais aussi des cours sur les autochtones, qui étaient un peu plus difficiles à donner parce que je pourrais en parler de ça, l'histoire des autochtones de l'enseignement. C'est un peu, mais ici c'est encore plus probant, plus patent. Donc, mais aussi à l'époque j'en profitais pour aller, il y avait aussi Deleuze qui donnait ses cours à Vincennes. J'allais suivre les cours de Deleuze aussi, vous devez l'aimer. Hein. Moi c'est quelqu'un, Deleuze et Guattari et tout, j'aimais beaucoup tous ces enseignements. Ça ouvrait l'esprit et ça continue d'ouvrir l'esprit aussi. Alors j'enseignais là-bas et puis en 73 par là. Donc 73 c'était Wounded Knee. Moi j'étais pas à Wounded Knee en 74. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à vivre en commune à Fontenay-aux-Roses. Fontenay-sous-Bois, pardon. À Fontenay-sous-Bois, donc avec un groupe de musiciens, d'artistes, de bohèmes, plus près de mon style, disons que le rôle du petit bourgeois, etc. Donc j'ai commencé à vivre, mais là, tout le monde, évidemment, toutes les histoires d'Indiens, tout le monde, les Français adorent ça. Mais là, j'étais avec des gens plus éclairés encore, parce que l'histoire d'Indiens en France, c'est quelque chose de fabuleux. Hein, puis aussi la façon de prononcer les mots comme Tomahawk, Tomahawk, et tout, c'est très, très sympa et tout. Moi, j'ai beaucoup profité de ce rôle que j'avais d'être celle qui connaissait les Amérindiens et tout. Donc, cette année-là, il y avait Jolin, qui aussi évidemment s'intéressait aux Amérindiens. De toute façon, il y avait ce groupement qui avait été formé dans les années 70, s'appelait American Indian Movement, AIM, qui a été fondé par les frères Bellefleur à Minneapolis, qui étaient de Chippewa. Et ça venait aussi, c'était créé à partir du moment parce qu'il y avait beaucoup d'Amérindiens, comme toujours, beaucoup d'Amérindiens en prison et qui n'ont pas de but, have no aim, donc n'ont pas de but, etc. Donc ce American Indian Movement a été fondé et c'est comme ça qu'on a occupé Wounded Knee. L'année suivante, il y a eu le premier colloque d'American Indian Movement à Tulsa, en Oklahoma. Et Jolin est allé avec sa femme, Solange Pinton. Moi, je suis allée de mon côté, mais je savais que Solange Pinton était là, M. Robert Jolin, qui était un monsieur excentrique à l'époque et tout. Et
Bon, alors on s'est retrouvés là-bas, et après, eux sont partis, et moi, j'ai continué de voyager avec les militants d'American Indian Movement. Et là, on est remonté dans un camion, vous savez, ces camions qu'on loue, là, U-Ran, quelque chose comme ça, et on est remonté de Kansas, on est allé jusqu'au Dakota du Sud, à Crow Dog's Paradise, dans la réserve de Rosebud. Alors, il y avait la première danse officielle du soleil d'American Indian Movement, mais aussi parce qu'elle avait été interdite en 1876. On avait recommencé, mais la danse, tous ces rituels étaient interdits, combattus par le gouvernement du Canada aussi, même si les gens le faisaient. Mais là, c'était on faisait comme ce rituel en explosant, c'est notre rituel à nous. C'est un rituel aussi qui apporte beaucoup aux gens, qui est très fort de nature. Alors, c'était à Crow Dog's Paradise. Crow Dog, c'était un chaman, dont le père était chaman, et qui vivait dans cet endroit où il y avait une rivière qui passait, d'où le nom de Paradise. Mais il y avait beaucoup de monde, il y avait à peu près, je ne sais pas, plusieurs centaines de personnes. Alors, on est arrivé là-bas. Alors, moi, je suis toute seule, là, je suis là, moi. Il n'y a pas de blanc, là, je suis la seule, disons, non-autochtone. Et puis, alors, ce que les gens voulaient savoir, c'est qu'il y avait aussi, à l'époque, tout mouvement politique engendre en quelque sorte des tensions ou des tentations, des tentations qui font qu'on va, de méfiance. Toujours, qui est celui-là, autant que ce soit un Amérindien ou un autre d'une autre tribu, ou quelqu'un comme moi qui venait de l'extérieur et tout. Alors, on se demandait qu'est-ce que je faisais là, etc. C'était pas un genre d'espionne du FBI. Je vous dirais que dans toutes ces salades, il y a eu des trucs absolument incroyables. Donc, on m'a assigné à la cuisine, parce qu'il fallait nourrir 300 personnes, aux pommes de terre. Alors, pendant 3-4 jours, j'ai pelé des pommes de terre et je me disais, oh my God, qu'est-ce que je fais ici à peler des pommes de terre aussi loin, etc. Mais, évidemment, ça fait partie du show, ça fait partie du business. Et ça m'a permis de parler aux femmes autour de moi, parce que c'était les femmes qui font la cuisine. Comme avait dit un jour Ellen Leacock, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui était une femme que j'aimais beaucoup, que je connaissais, qui était à New York, qui est décédée malheureusement. Elle me disait « Women cook, men eat ». Alors, c'est exactement ça. « Women cook, men eat ». Donc, j'ai pris les pommes de terre, mais aussi je participais. Et puis, on m'avait aussi assigné un sou géant pour, en quelque sorte, être mon gardien. Alors, je vais comme ça partout. Alors, moi, je me sentais en sécurité au cas où il y aurait un excité qui aurait voulu, je ne sais pas quoi. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je parlais aussi avec les femmes, et aussi il y avait un jeune Sioux qui faisait pour la première fois le rituel, parce que le rituel, à la fin, il y a un percement des chairs autour de l'arbre sacré lorsqu'on tourne et tout. Donc, c'est quand même angoissant. Alors, il m'avait donné toutes ses affaires en me disant que s'il mourait, de pouvoir les garder. Donc on faisait ça naturellement, on donnait des choses. Donc il m'avait choisi. Donc j'étais tout en pelant mes patates. Je participais beaucoup plus au rituel que si j'avais été là comme une personne debout à ne rien faire, etc. Donc ça s'est passé comme ça. Et ensuite on est allé chez les Crows Montana. Et chez les Crows Montana, là, les Crows Montana sont encore plus grands que les Sioux. Il y a vraiment des différences. Mais les gens sont, je dois dire que les gens sont très beaux, les hommes sont magnifiques. C'est vraiment incroyable. Hein, alors, excusez-moi. Donc, chez les Crows, donc on vivait aussi sous le tipi et tout. Et là, ce que je faisais, c'était pas peler des pommes de terre. Là, c'était faire cuire du fry bread. Alors, c'était Alors, pour que tout le monde puisse manger, je n'étais pas toute seule, je faisais ça avec les filles, on faisait du fried bread. Et j'avais aussi à ce moment-là dire oh my God, des women cook, men eat. Et là, il y a des hommes crocs qui sont venus me dire,
Be careful de ne pas donner des mauvaises idées comme ça aux gens. Les gens avaient beaucoup d'humour. Les gens avaient beaucoup d'humour et jamais dans tous mes voyages, je me suis sentie menacée, jamais de la vie, parce qu'il y a il y a une forme d'humour qui est très fort chez les gens et auquel, quand tu y participes, c'est vraiment très important. Mais déjà, dans ces mouvements politiques, il commençait à y avoir du sable dans l'huile ou dans l'eau, comme on dit, il commençait à avoir des problèmes. Et à un moment donné, quand il y avait eu aussi une tentative d'assassinat d'un Chippewa sur un Ponca, les deux sont morts aujourd'hui. Là, mais j'ai écrit ça, mais c'est pas la peine de donner des noms comme ça. Et je me souviens, j'étais là, moi, parce que j'étais dans une maison, je dormais. Et puis le matin, il y avait quelqu'un du FBI qui était venu. Et avec Crow Dogs, on était sortis par la porte en arrière pour retourner à Crow Dog Paradise parce qu'ils ne voulaient surtout pas que je sois tout à coup prise là-dedans. Donc il y avait quand même des gros problèmes. Alors tout ça pour venir au fait que quand je suis rentrée à Paris, donc avec les gens de la commune, c'était très spécial et tout, on a parlé de ça. Et puis moi j'ai dit j'aimerais ça organiser, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Alors j'ai dit j'aimerais ça organiser un concert. Alors, ça, c'est toute une histoire courte que je vais faire courte. Hein. Donc, on a organisé un concert avec mes amis, dont certains sont restés mes amis aujourd'hui encore. Et ils ont réussi à convaincre Ariane Mouchkine à la cartoucherie de lui prêter le théâtre. Moi, j'ai trouvé des gens pour chanter, moi, j'ai trouvé des gens pour chanter, pour jouer de la musique. On a fait des billets. Il fallait l'autorisation de la préfecture de Paris ou de Vincennes pour faire le concert que j'ai obtenu. Et donc, on a fait le concert. Il y a eu quand même quelques bouteilles qui ont été brisées, paraît-il, et tout. Mais avec mes amis. Et donc, j'ai envoyé l'argent par l'entremise d'une amie américaine à Paris, au fond donc d'American Indian Movement, qui était à Pierre, South Dakota, ou à Sioux, en tout cas, qui était au Dakota du Sud. L'année suivante, je suis retournée aux États-Unis et j'ai voyagé en car, en Greyhound. J'étais passée par le Nouveau-Mexique, l'Arizona, je suis remontée, tel point qu'à Chicago, je suis descendue du bus parce que j'ai pris un avion, parce que j'en pouvais plus, j'allais voir ma famille. C'est long, hein, voyager, de faire le tour des États-Unis en car. Et de toute façon, je suis arrêtée au Dakota, me suis informée, ben, j'étais toute contente, la petite idiote blanche, je vous envoyais de l'argent, c'est merveilleux. Puis personne n'avait jamais entendu parler de l'argent qui avait été envoyé. Pourtant, moi, je savais que ça avait été bel et bien envoyé par cette amie américaine. Mais j'ai su après que le trésorier de American Indian Movement était un type du FBI, un espion du FBI, qui passait pour un Cherokee et qui avait les cheveux tout noirs et tout. Et c'est pour ça que très souvent, les Indiens, quand tu dis que tu es Cherokee, les gens vont dire Cherokee is a joke. Parce qu'à cause de l'histoire des nations, de chemin des larmes, des gens qui ont été obligés d'aller s'installer en Oklahoma, il y a beaucoup de Blancs qui ont pris des terrains, qui ont pris la nationalité Cherokee, qui ne sont pas Cherokee, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrai Cherokee, ça c'est autre chose, c'est une autre histoire. Donc j'ai fait ma part de militantisme, j'ai joué ma part de militant là-dedans, mais... L'American Indian Movement aussi a eu beaucoup de tort. C'est-à-dire que comme toutes ces formations politiques, elles finissent très souvent par imploser à cause de conflits intérieurs, de méfiance entre les gens et tout. Parce qu'il y avait même un moment, moi j'étais au Dakota, la nuit on dormait dans la plaine. Moi j'avais une couverture, je m'envoyais la couverture, puis je dormais là-dedans. Là, il n'y avait pas toujours un endroit, un tipi merveilleux pour aller dormir. Mais je me souviens, j'entendais des jeunes qui disaient let's dig a grave for Frenchie. Mais j'étais tellement confiante, j'avais tellement... Pour moi, il y avait... peut-être qu'aujourd'hui, mais en tout cas, pour moi, j'avais pas peur. J'ai jamais eu peur, jamais. Mais il y avait quand même des gens qui m'aimaient bien. Mais j'étais obligée de convaincre. Dans ces moments-là, je dirais mais non, etc. Tu vois, voilà. Voilà. Je sais pas s'il y a autre chose à dire sur ça. C'est pas si passionnant que ça. Mais moi, ça a été un épisode qui était très intéressant dans ma vie, très actif aussi. Un petit coup d'eau. Alors, je retourne au Dakota, donc à Crow Dogs Paradise, où il y avait... Crow Dog, c'était un chaman, mais il y avait un chaman très réputé
qui s'appelait Takaushte, un Sioux, enfin lame deer. Et on a traduit d'abord, il raconte son histoire à Richard Erdoz, et ça a été publié dans la collection Terre humaine, entre autres, Takaushte, sous le nom de Takaushte. Lui, il habitait au Dakota, il habitait dans une petite ville, Winner, qui est pas loin de la réserve de Rosebud, et il m'a invité à passer quelque temps chez lui. Alors, je suis allée chez lui, il y avait une maison, là, bon, tout, il buvait beaucoup de whisky, Lame Deer, je l'appelais Lame Deer, beaucoup de whisky, et il avait une maison, mais comme souvent, on voit dans l'Ouest américain, les gens ont plusieurs voitures, beaucoup qui ne marchent pas dans la cour, pas seulement les Indiens, les Blancs aussi, alors on va chercher des morceaux de voitures, donc ça c'est assez typique comme paysage. Donc je suis chez lui, je dors sur le canapé, mais il y a aussi chez lui, qui rentre et sort assez souvent beaucoup, ce qu'on appelait à l'époque des flower children de Californie, ça, les enfants fleurs. Il y a à l'époque psychédélique, des champignons, etc. C'est assez élevé, assez fort et tout. Et puis, donc, il venait chez Takaushte, qui venait chez Lame Deer, chercher le pouvoir. Alors, il couchait avec les Indiens, hommes et femmes. Donc, et puis, moi, je leur demandais des questions. Je leur disais pourquoi, qu'est-ce que vous retenez de ça? Puis, ils me disaient que Lame Deer leur apportait le pouvoir, power, that's power. Je disais, OK, power. Et un jour, j'étais dehors, j'étais dans la cour, puis un petit jeune homme pas loin de l'autre côté de la clôture, sans doute que c'est des adultes qui l'avaient envoyé, il était un Sioux aussi, qui me pose la question Are you a man or a woman? Et il me pose la question à moi, mais à l'époque, j'ai l'air d'une fille, là. J'ai pas du tout l'air d'un gars, je suis pas du tout. J'ai jamais été. J'ai plutôt l'air d'une jeune fille, là, d'une femme. Alors j'ai dit, oh, I'm a woman, I'm a girl. Puis je me suis dit, c'est bizarre qu'il me pose cette question-là à moi, homme ou femme. Mais en fait, la question est sexuelle. Parce que par rapport aux hommes avec qui couchaient avec les Deer, ben évidemment, pour baiser, excusez, je ne sais pas si on peut dire comme ça, il fallait procéder d'une façon particulière, etc., etc. Alors ça, j'avais trouvé ça très intéressant du point de vue érotique, puis surtout de la part d'un garçon, même si des adultes l'avaient envoyé poser la question. Et donc, un après-midi, moi, j'étais dehors, je lisais son jardin, puis on est venu parler avec moi, puis on a commencé à parler. Et puis, il m'a offert, il m'a dit, il m'a demandé si je voulais passer l'année chez lui, parce qu'il me ferait des enseignements. Il m'a donc parlé beaucoup des rencontres qu'il faisait avec d'autres chamans, des Wiccasawican, donc des hommes sacrés ou des femmes sacrées. Wiccan, c'est sacré. Donc, et lors de ces rencontres, de ces petites conférences avec d'autres chamans de l'endroit, on décidait, on faisait des tours qui étaient le plus forts, etc. Et de dire que le chaman a un pouvoir, hein, il ne faut pas le nier, le chaman a un pouvoir, et si ça vous effraie, vous vous tenez loin de ça, parce que c'est pas n'importe quoi. De toute façon, c'était une proposition très alléchante, très intéressante et vraiment extraordinaire du point de vue de l'anthropologue, bien entendu. Mais là, je lui ai dit que I have no money, j'ai pas d'argent, puis j'ai aussi un fils, un jeune enfant, à ce moment-là, qui était chez ses grands-parents, etc. Pas les miens, mais grands-parents paternels et tout. Alors je lui ai dit que, vraiment en question argent, je pouvais pas. Et il a dit qu'il allait arranger ça. Puis c'était un grand type dégingandé, là, vraiment. Mais il avait comme 79 ans, mais il était très vert, là. Mais pour faire ce qu'il faisait avec les Flower Children, il fallait qu'il soit vert, etc. Et puis, très dégingandé, avec le nez, un gros nez sioux, là, comme souvent, pas tous, mais il y en a qui ont des gros nez et tout. C'était pas spécial. Puis il faisait des sermons aussi, il fallait pas boire, puis il buvait son whisky à la bouteille, en tout cas. Bref, c'était un personnage extraordinaire. Et donc un après-midi, il s'en va, puis il revient, puis il me dit « Tout est arrangé, I found you a job ». J'ai dit, et il m'avait trouvé une job à Winner chez des Blancs comme femme de ménage. Alors là, il fallait des pommes de terre, faire des fried bread, faire du ménage.
Et moi, le ménage, c'est pas vraiment mon ami, c'est quelque chose de... Mais c'est extraordinaire quand même, parce qu'il avait compris, il savait, et il me prenait pour qui j'étais, il n'était pas du tout là. Si elle veut apprendre mes choses, elle peut aller faire du ménage à Winner. Mais je ne l'ai pas fait, je n'ai pas accepté, parce que c'est pas parce que je ne voulais pas faire de ménage, parce que j'étais prête à faire bien des choses pour apprendre des secrets, ou partager, ou être en quelque sorte à l'écoute. Mais j'ai un enfant de 4-5 ans, là, il y a quoi, il a 5 ans, le garçon. Je peux pas, je veux dire, dans ma tête, c'est pas possible de faire ça. Donc, j'ai pas accepté, j'ai pas dit non, j'ai pas dit oui, mais j'ai dit it's not possible. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il me dit, il m'a mis à la porte. C'est ça, il m'a mis à la porte. Exactement ce qu'il fallait faire. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé dans ces terrains, le truc avec les gens, et c'est qu'il faut être avec les gens comme on est avec tout le monde. C'est pas parce que tu es autochtone ou que tu es français ou italien que je vais me comporter selon ton origine et tout. C'est pas parce que je vais pas me mettre à genoux pour dire au grand Manitou. Non, tu es comme tu es avec tout le monde, et à ce moment-là, tu reçois la même chose, exactement la même chose. Je pense que c'est vrai ce que je dis, parce que ça vient d'une longue expérience d'être vraiment soi-même. Il y a des gens qui t'aimeront pas. Mais par exemple, les Inuits trouvent que j'ai pas mal la tête dure. Et la tête dure et tout. Mais j'ai beaucoup des grands moments de bonheur, des grands moments de bonheur. Tout à l'heure, je parlais du Nord, des paysages nordiques qui sont d'une telle beauté, c'est ahurissant, c'est tellement beau. Et une fois que tu es dedans, je pense que vous les connaissez de toute façon, ces paysages-là. C'est vraiment des paysages qui t'inspirent beaucoup. Et si ça t'inspire toi, qui est un étranger qui vient de l'extérieur, on peut comprendre aussi le sens de la territorialité, tout autant géographique que symbolique chez les gens par rapport aux connaissances aussi territoriales.